Voilà, venez, alors, dernière séquence, Gaël Raboyot pour ADI Nouvelle-Aquitaine. Alors, on va faire ça tranquillement. Et Nicolas Laurent, est-ce qu'il est là? Ouais, c'est formidable. Bon, vous pouvez vous asseyez, vous restez debout. J'ai nettoyé les micros, donc vous pouvez les prendre sans trop risque. Voilà, merci à tous d'être là pour cette dernière séquence divisée en deux petites parties. Hein. Ce sera pas très long, mais en tout cas, ça va être intéressant à écouter. Je vous rappelle juste une dernière fois le sondage. On va le laisser en ligne quelques minutes parce que sinon, on ne peut pas prendre de questions. Donc voilà, il y a 6 questions. J'allais dire 6 minutes, mais c'est moins que ça. Vous avez juste 6 cases à cocher. Voilà. Et nous, ça nous sera utile, en tout cas pour l'organisation, pour améliorer les choses et voir ce qu'on fera de ce réseau. Voilà, donc on va parler, pour commencer cette deuxième partie d'après-midi du programme Loop Santé d'ADI, donc l'Agence de développement et d'innovation en Nouvelle-Aquitaine. On va voir un petit peu l'objectif de tout ça. Je vois que vous êtes en discussion. Non, tout se passe bien, ouais, c'est bon, c'est parfait. On va essayer de passer les salles. Je crois que voilà. Et Nicolas Laurent qui viendra avec eux ensuite, et l'entreprise Situp, on parlera avec vous d'un livre verticalisable, voilà, très innovant également. Séquence innovation avec vous, donc Gaël Raboyot. Ce programme Loop, l'objectif, c'est de favoriser la production, l'usage de produits de santé durables, hein, puisqu'on est dans le thème de la journée. Je vous laisse un petit peu nous présenter comment vous fonctionnez et les projets que vous allez vous aider, que vous allez aider, que vous êtes prêts à aider. Très bien, merci beaucoup. Alors, peut-être en premier, donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'est l'ADI, parce que je ne suis pas sûre qu'ici tout le monde connaisse voilà, cette agence. Ah oui, alors c'est à moi de... Ouais, voilà. Si on pouvait garder à la régie en gros comme ça serait l'idéal, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas lire sinon. Donc voilà, l'ADI, donc on est l'Agence de développement et d'innovation Nouvelle-Aquitaine. En gros, on est le bras droit du conseil régional au niveau d'innovation. Alors quand je parle d'innovation, ça peut être l'innovation technique, ça peut être l'innovation économique avec voilà, l'économie sociale et solidaire ou l'économie de la fonctionnalité. Voilà, et ça peut être aussi l'innovation d'usage. Et ça se différencie, on va dire, de l'innovation de l'article 81, notamment au niveau de la santé, où c'est vraiment plutôt de tout ce qui est autour des compétences professionnelles de santé et accompagnement. Voilà, donc il y a à peu près 80 personnes, donc on est assez nombreux. Et c'est donc sur cette implantation qu'on peut être sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc vous voyez, on est voilà, à la fois sur La Rochelle, Poitiers, Limoges, Angoulême, Bordeaux, Bidart et Pau. Donc ça calque pas mal ce qui a été montré pour tout ce qui est les associations sur les recyclothèques et autres. Alors, nos actions, elles sont, on va dire, de 3 axes. On a des actions entreprises. Hein, donc moi, aujourd'hui, c'est vraiment un petit peu cet axe-là aussi que je vais pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est en entreprise pour les dispositifs à la fois médicaux et les aides techniques. On a aussi des actions envers les filières. Et là, aujourd'hui, c'est la filière santé, forcément, santé-autonomie, sur lequel on va se questionner. J'ai des collègues, pour vous dire, c'est très large. Hein. On est sur l'énergie, on est sur le numérique, on est sur la mobilité. Enfin voilà, au niveau de l'ADI, on n'est pas du tout que sur la santé. Hein. On est en gros 2 personnes à travailler sur la santé, pour vous donner une idée de ce qu'il en est. Et enfin, sur les territoires, puisqu'on peut accompagner les collectivités, voilà, que ce soit Pau, par exemple, ils veulent faire une innovation. Alors là, ça peut être sur la mobilité, et on va travailler avec eux pour identifier les acteurs, les entreprises, les associations qui travaillent sur les mobilités, en général plutôt durables. Voilà, donc on fait de l'animation de projets, on fait de l'expert technique, on fait de la mise en relation. Hein. On connaît assez bien voilà, la région au niveau des acteurs qui sont autour d'une thématique. Voilà, donc sur la santé, moi forcément je vais travailler autant avec l'ARS qu'avec le GIP, qu'avec les entreprises, avec forcément le conseil régional. Enfin voilà, on essaye d'être multi-acteurs. Voilà. Alors, dans ce cadre donc, de l'ADI, on a développé depuis 1 an un programme qui s'appelle Loop Santé. Alors Loop en anglais c'est boucle, hein. Voilà. C'est pour ça que... Boucle de la santé, donc on a fait des petites boucles, voilà. Et donc on a en haut le thème plus précis de Loop Santé, donc c'est développer des produits de santé durables en Nouvelle-Aquitaine. Alors d'où c'est venu? C'est qu'en fait on s'est rendu compte en accompagnant les industriels qui créent
des dispositifs médicaux, mais donc aussi des aides techniques, que ce qui est dans un premier temps assez logique, ils sont très très rigoureux sur la sécurité, sur la technicité, sur l'innovation éventuellement technique, et bien sûr après sur le prix au niveau du marché, hein, pour que quand même ça reste dans un prix correct. Mais ils sont encore assez, on va dire, ils peuvent progresser sur la fin de vie, hein, de leurs produits. En général, ils ne savent pas vraiment ce que deviennent nos produits, et pour l'instant, on va dire, ce n'était pas particulièrement leur préoccupation première. Alors, bien sûr, ça c'est une généralité, et après, il va y avoir, comme Situp ici présent, des entreprises qui essayent d'aller vers ce côté un peu plus vertueux. Mais ce n'est pas évident parce qu'après, il faut avoir le prix et le business model qui va avec. Donc voilà, donc pourquoi on a travaillé dessus? Forcément, parce qu'il y a tout ce qui est établissements de santé et médico-sociaux. On a pu le voir aujourd'hui, hein, clairement, il y a une vraie sensibilisation à ce niveau-là. Et vraiment, moi, dès que j'échange avec eux, ils sont hyper contents de se dire, tiens, on va pouvoir bosser avec des industriels. Forcément, il y a tout ce qui est le réglementaire et le sociétal, hein, voilà, avec aussi la GIEC, avec tout ce qu'on a autour de nous, et la Covid, qui a permis quand même, notamment à travers le masque, mais pas que, hein, avec le retour d'usage unique qu'il y a en établissement, hein, qui est assez... Bon, ça a permis sûrement de sauver peut-être des vies ou d'aller plus vite, mais en tout cas qui est assez sidérant d'un point de vue environnemental. Et effectivement, on s'est dit qu'il y avait quand même un besoin de structurer, on va dire, tout ce qui est dispositifs médicaux, aides techniques et autres au niveau du côté durable. On ne fait pas ça seul. On travaille en général pas seul. Hein. À l'ADI, on va toujours chercher des acteurs pour faire de la collaboration parce qu'on pense que c'est beaucoup plus intéressant. Il y a une mutualisation des moyens à faire. Donc bon, forcément, nous, on est l'ADI. Donc on a la région, l'ARS, l'ADEME, hein, avec le côté durable. Alicena, qui est un cluster autour de la santé, hein, c'est-à-dire qui regroupe notamment les industriels autour de la santé. Et l'Omédit pour tout ce qui est plus médicaments. Non, c'est pas celui-là. Alors, le but, c'est pas de tout lire. Par contre, le but, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, comme beaucoup de produits, un produit de santé et une aide technique, il va avoir de la recherche avec différents acteurs en bas, de la R&D, de recherche et développement, de la certification, bien sûr, avec le marquage CE notamment, la production au niveau des industriels, de la commercialisation, notamment avec des revendeurs, pharmacies, mais aussi centrales d'achat, l'usage avec l'établissement, les patients et une fin de vie. Aujourd'hui, on est très linéaire. Hein. Je l'ai représenté comme ça parce que c'est sûr que pour l'instant, même des fois la fin de vie, bon, comme c'est pas forcément très travaillé, c'est plus ou moins bien géré et les filières n'existent pas forcément. Hein. Ça peut être un enjeu, c'est-à-dire qu'on va recycler telle chose. Et en fait, on se dit, non, en fait, ça a le verre ou des fois des choses comme ça, souillées, ça n'existe pas. Ou ça coûte très cher. Et ça coûte cher, exactement. Il y a un enjeu clairement économique. Le but de Loop Santé, c'est... Voilà. Alors, rien d'extraordinaire, hein, mais c'est vraiment de circulariser tout ça. Donc, j'ai repris les différentes grandes thématiques là, et de le mettre en circularité comme ça, et de travailler, on va dire, sur des axes. Donc, sur la matière dite biosourcée, hein, d'essayer de voir si peut-être, des fois, on peut partir sur des matières plus durables. Sur l'éco-conception, c'est-à-dire qu'au niveau de la fabrication, mais quand on fabrique, on pense directement à qu'est-ce qu'on va pouvoir valoriser. Donc, ça veut dire peut-être tout simplement, des fois, il faut faire du monomatériau. Ou si on ne peut pas faire du monomatériau, faire avec, je sais pas, du plastique et quelque chose qui se bloque dessus en métal, il faut pouvoir l'enlever. Pour qu'après, le recyclage se fasse beaucoup plus naturellement. Donc ça, il y a un vrai enjeu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on l'a mis là au niveau de la fabrication, mais clairement, quand on parle d'éco-conception, on va parler d'usage. Hein, et on va parler de filière de tri. C'est-à-dire que voilà, si aujourd'hui on se dit le multimatériau ça ne marche pas, c'est parce qu'en fait au niveau de la valorisation on sait que ça ne marche pas. Ou on sait qu'au niveau de l'usage, les établissements de santé ne pourront pas le trier. Donc à chaque fois, il y a quand même, on va faire des groupes de travail, on va dire, avec un petit peu tout le monde, hein, tout l'ensemble. Donc il y a les achats. Donc là, effectivement, il y a l'EFC dont on a entendu parler aujourd'hui. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que ce n'est pas un terme qu'on entend souvent parler. Et je pense qu'effectivement, pour les aides techniques, c'est super approprié. Donc voilà.
L'usage, donc là, c'est les établissements médico-sociaux ou établissements de santé. On n'a pas mis le domicile pour l'instant parce qu'on se trouve que c'est pas assez structuré et que voilà, on va pour l'instant se mettre sur les établissements. Et notamment au niveau des achats. Hein. Donc là, c'est notamment les achats publics pour ceux qui travaillent dans le public, mais c'est aussi les choix des fournisseurs au niveau peut-être du privé qui ont un peu plus de choix. Et voilà. Et derrière, la filière de tri. Hein, donc assez simple, rien de, au final, très extraordinaire. Ce qui est peut-être extraordinaire, c'est d'essayer de mettre tout ce beau monde ensemble. Voilà. Hein. Et je dois dire qu'on y arrive pas mal, parce que je pense tout simplement qu'on arrive au bon moment et qu'on arrive justement où plein d'autres acteurs comme le JHP ou d'autres, les établissements de santé, même la région, enfin plein d'autres, ou l'ARS, en fait ils travaillent. Donc tout compte fait, dès qu'il y a une personne qui est en charge et c'est sa mission en tant que telle, c'est beaucoup plus simple de travailler ensemble. Et c'est qu'il y a des volontés politiques aussi, avec Néoterra et autres. Non, ça c'était encore avant, je suis désolée. Voilà. Alors, bon, là c'est un peu, je l'ai déjà mentionné. En fait, je l'ai mis ici pour montrer que c'était vraiment les 4 grands piliers sur lesquels on va travailler. Et notamment, je voudrais te parler sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a l'ADEME et la région qui y travaillent actuellement. D'accord ? Il y a une formation, une sensibilisation qui a été faite, ce qu'on appelle aux têtes de réseau, donc des gens comme l'ADI, mais comme d'autres qui accompagnent des projets. Et après, il y a l'ADEME et la région ont lancé une action collective. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises ou même des établissements de santé ou des associations qui sont d'une certaine envergure qui peuvent postuler. Et pendant 18 mois, elles sont accompagnées pour identifier pour elles, qu'est-ce que l'économie de la fonctionnalité, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place, qu'est-ce qu'un business model qui peut être pérenne, parce que des fois on se dit c'est compliqué. Donc voilà. Et par ailleurs, il va avoir au sein de l'ADI une personne en charge de la mission EFC, et donc économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et donc elle va monter un club. Donc c'est-à-dire qu'en gros, à partir de septembre, au max, je dirais janvier prochain, ça sera possible d'aller à ce club pour déjà être sensibilisé, sans forcément partir sur un accompagnement de 18 mois comme au niveau de la région et de l'ADEME. Voilà, mais il va avoir ce club. Donc c'est des choses, moi je suis, on va dire, je vais être Madame Santé depuis le début, je suis Madame Santé de l'EFC, on va dire, et donc de dire la santé, comment on pourrait faire, etc. Et donc forcément, il y a les aides techniques qui sont dedans. Je veux dire, c'est évident. En plus, il y a tellement d'évolutions, notamment réglementaires, qui est en train d'être faites. Donc, ça, c'est chouette, parce que c'est vrai qu'il y avait des règlements, on va dire que ce n'était pas simple d'avancer. Donc, voilà. Après, moi, là, je vous invite, s'il y en a qui sont intéressés, à me recontacter. Alors, on ne le fera pas tout de suite, ça c'est sûr, parce que moi, je vais aussi à la vitesse de la structuration au niveau de la région. Mais voilà, sachez que si vous manifestez, moi je vous mettrai dans un petit coin de ma tête et quand on est septembre ou janvier, quand le temps sera d'être travaillé ensemble, on pourra le faire. Voilà. Alors, je ne vais pas planter. Non, je crois que c'était tout. Hein. Non, parce que là, Ah oui, alors là, c'est vrai que c'est beaucoup trop... Il y a beaucoup trop de choses, mais en fait, il faut lire juste les titres. En fait, c'est pour vous dire qu'on a quand même un programme, pour le coup, assez précis maintenant d'action, particulièrement pour 2022, voire 2023. En premier lieu, on a travaillé sur réduire l'impact environnemental des matériaux, et notamment, on a travaillé sur les masques chirurgicaux et les EPI, le recyclage, les alternatives. Donc, vendredi dernier, on a justement... fait une rencontre entre l'ensemble des acteurs. On va aussi travailler par exemple sur la mousse, notamment des aides techniques. Pour ne pas les nommer, Albatros avait désiré que c'est une mousse qui n'est pas du tout recyclable aujourd'hui et donc voir un petit peu les alternatives. Donc ça peut être des projets concrets R&D sur lequel nous on peut vous accompagner, on peut identifier les acteurs. Alors on ne fera pas tout, c'est pas parce qu'on est on est 2 on va dire. Donc, mais en tout cas on est là comme des facilitateurs. Normalement, si on ne connaît pas la personne qu'il faudra, on va connaître la personne intermédiaire qui connaîtra la personne. Alors, normalement, ça se fait comme ça. Voilà. Après, c'était la valorisation des produits de santé en fin de vie.
Donc pareil, hein, là l'aide technique a complètement du sens. Donc après, en général, on peut commencer par des webinaires de façon plus globale, plus globaux, et après on va sur des ateliers plus concrets sur des projets. Hein. Et après, bon voilà, il peut y avoir des visites apprenantes. On se disait aussi au niveau des aides techniques, quand je vous écoutais. Je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, d'aller voir un de l'entre vous, on va peut-être pas faire trop le tour, mais, pour montrer ce qui est possible et qu'on vienne avec des industriels. Parce que, vous l'avez compris, moi, vraiment, la plus-value de l'ADI, là, ça va vraiment d'amener des industriels, des fabricants, des distributeurs qui sont de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, et puis après, bon, voilà, l'usage unique, donc ça c'est toute une affaire avec la stérilisation, c'est l'éco-conception. L'éco-conception, on va se raccorder à une action collective réalisée par la région et l'ADEME, ça s'appelle BICOM. Et s'il y a des gens qui veulent faire de l'éco-conception, en fait, maintenant, il y a un lien où vous pouvez tout simplement écrire vos besoins, et ça va arriver à différentes personnes expertes qui vont pouvoir vous accompagner. Il y a 3 ou 4 niveaux d'accompagnement et il y a des aides aussi financières face à ces accompagnements. Donc voilà, je pense que donc n'hésitez pas pareil à me contacter. Voilà. Bon, alors voilà, on a prévu, hein, vous le voyez, et ça fait plus d'1 an qu'on l'a dans la... donc on l'a prévu de travailler... C'est pas d'aujourd'hui. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est pour ça que je connais quand même quelques acteurs ici, d'y travailler. Mais c'est vrai que voilà, moi j'attends quand même l'évolution de la réglementation, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas aujourd'hui évidentes avec les fabricants. Bon, là, donc tout ce qui est achat, donc là c'est l'EFC, bien sûr, mais pas que. Et tout ça va donner, on espère, on va dire, une santé environnementale un peu plus durable ou pérenne ou voilà, soutenable. Est-ce que le plus dur, c'est pas d'éco-concevoir le produit? Derrière, il y a la fabrication souvent à l'étranger, il ne faut pas se mentir. Est-ce que si on achète quelque chose en Chine, on peut dire aux Chinois, bah, maintenant, il va falloir que tu changes le process Alors, en général, donc forcément, si on voit qu'il y a des produits qui viennent de Chine, soit on se dit qu'ils ne viennent plus de Chine et on cherche ailleurs, donc ça peut tout simplement être déjà en Europe, hein, ce n'est pas forcément absolument à 20 km. Ou sinon, ça veut dire qu'on admet que ça vient de Chine, mais par contre, on peut se dire, bon, enfin, c'est l'enjeu de l'éco-conception. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps. Ça veut dire pour les industriels qui se disent, OK, là, je prends peut-être 3 mois dans la vue, ce qui est énorme pour un industriel, pour dire, je pose les choses, je calcule mon ACV, donc c'est le cycle de vie, savoir un petit peu... Et après, où est-ce que je change, quoi? Quel fournisseur? Est-ce que carrément je change même peut-être de matériaux, pardon. Donc ça veut dire refaire éventuellement de la R&D. Oui, c'est ça. C'est pas neutre, tout ça pour vous dire que c'est vrai que voilà, moi qui travaille avec les industriels, c'est pas évident pour eux. Hein. Je vous cache pas que c'est pas évident. Hein. Et ceux qui essayent de faire du Made in France et qui en font, bah, du coup ils amènent des prix beaucoup trop hauts. Oui, c'est ça, parce qu'une entreprise c'est fait pour gagner de l'argent. En tout cas, au moins d'être pérenne, au moins d'exister. Hein, après, on peut avoir la pharmaceutique en tête où c'est vrai qu'ils ont des marges assez incroyables, mais il y a tout simplement des petites entreprises, même locales, qui essayent de faire du Made in France ici, comme les masques. Voilà, c'est parce que j'ai travaillé dessus, donc je les connais maintenant assez bien. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Et pour aller après dans les marchés publics, pour ceux qui travaillent dans le public, ils ne peuvent pas en général sortir du lot, quoi. Donc maintenant, il y a des règles qui sont à mettre plus en avant l'environnement, la logistique, la traçabilité pour les marchés publics. Donc c'est un peu mieux, mais c'est compliqué. Voilà, faut le savoir. C'est pas si simple. Oui. Voilà, oui, c'est moi qui vous avais relancé. C'est ça. Il y a des questions, Mathilde? Non, il y a pas sur le. Non, pour l'instant. Bon, bah, très bien. Bah, on va. Merci Gaël Raboyau. On peut vous applaudir absolument. L'intérêt aussi, c'est de vous avoir identifié, hein, donc ADI Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Parmi les entreprises qui pourraient être accompagnées par l'ADI, il y a Situp. Alors je dis pourrait parce que pour l'instant c'est pas le cas, mais on ne sait jamais. Nicolas Laurent, vous êtes le dirigeant de cette entreprise et vous avez mis au point un lit verticalisable. Alors on va déjà peut-être parler du produit. Bonjour à vous, ça marche. Et puisqu'on est dans les aides techniques, on est complètement dans le sujet avec vous. Voilà, je vous laisse nous présenter un petit peu. Il y a des questions qui sont arrivées. Non, ça c'est celle de tout à l'heure. Très bien. Donc, allez-y. Parlez-nous un petit peu de votre société, de votre démarche et de votre produit. Très bien. Est-ce qu'on pourrait avoir la présentation en fond, comme pour Gaël, en grand écran? Je pense. Voilà. Alors, normalement, ça vient juste après parce que tout a été mis sur le... Voilà.
Donc Nicolas Laurent, moi, je vais vous présenter SitUp, qui est un lit médical verticalisable. Alors dans les grandes lignes, je vais vous présenter d'abord l'entreprise, un petit peu de contexte, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et ensuite, deuxième partie, dans quelle mesure on va intégrer l'éco-conception dès aujourd'hui, on est en phase de R&D, et les enjeux auxquels on se confronte, dans ce qui va relier avec le point de Gaël. Donc SitUp, c'est tout d'abord, on traite le problème de perte de mobilité de personnes à mobilité réduite en institut de soins, donc en EHPAD, hôpital ou clinique, ou hospitalisés à domicile. Et on va traiter également les conséquences, alors sur le patient déjà, avec... c'est capricieux depuis ce matin. Je sais pas, est-ce qu'on peut le faire manuellement ? Non, mais je vais me coller à l'ordi ici, non, c'est pas trop grave. Donc pour le patient, donc il y a une perte d'autonomie, également un problème au niveau de la dignité, notamment lors des phases de lever, de coucher, des manipulations par un tiers. Et justement pour ces tiers, alors on a déjà le cas de l'hospitalisation à domicile, c'est un aidant donc non formé, non professionnel, avec une problématique physique, psychique. On a un aidant sur 3 qui décède avant le patient, passé 60 ans. Et au niveau de la structure de soins, c'est un impact sur le personnel soignant, avec également les troubles musculo-squelettiques. Au final, pour une structure de soins, c'est un surcoût financier, un surcoût social, et aux dépens du soin accordé aux patients et du suivi. Donc, c'est pour ça qu'on a créé SitUp, donc c'est notre prototype, c'est un lit médical complètement verticalisable pour qu'une personne à mobilité réduite puisse se lever seule en moins d'une minute, quand il en faut plus de 10 aujourd'hui avec de l'aide. Le gain de temps est à utiliser en faveur du suivi du patient et de la relation soignant-soigné. On a vu comment fonctionnait le lit. On est complètement à la verticale, c'est le cas de le dire, quoi. Oui, tout à fait. Oui, ça permet tout en sécurisant le patient, l'angulation du dossier permet de basculer vers un autre dispositif médical ou une transition avec un personnel soignant, en toute sécurité pour le patient et pour le soignant. Et ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que tu travailles avec des médecins. Je pense que c'est important. J'allais venir juste après ce petit slide, mais tout à fait. Aujourd'hui, SitUp, c'est une innovation qui est brevetée. C'est un prototype fonctionnel, hein, vous avez vu la petite vidéo, qui a été testé justement avec des médecins en EHPAD, en pôle gériatrie. Et également, c'est un design industriel et on a parlé beaucoup de design, tout au long de la journée, il était question de la design du dispositif médical, soit pendant la présentation, soit en marge, un élément très important. Et bien évidemment, le marquage CE qui est en cours, on devrait être marqué CE pendant l'été. Pour donner un petit peu d'historique de qui on est et pourquoi on fait ça, aujourd'hui, SitUp, c'est un binôme familial. Je travaille avec mon père, donc moi profil commercial, mon père profil ingénieur. Et avec nous, on a une équipe de spécialistes. On a un gériatre, justement, 2 ingénieurs, un avocat d'affaires et également un spécialiste du recrutement pour anticiper les besoins de demain. On est basé à Gradignan et notre production aujourd'hui est à Bazas. Et on aimerait bien que ça y reste. L'objectif à terme, ce serait de pouvoir faire un site d'assemblage sur Bazas, qui est d'ailleurs un formidable pôle technique, industriel au point du métal, et d'avoir notre site implanté entre Bazas et Gradignan. À l'origine de SitUp aussi, pour donner un petit peu plus de contexte, c'est une expérience personnelle de perte de mobilité. Donc concrètement, mon grand-père qui a perdu une bonne partie de sa mobilité, mais qui pouvait quand même se déplacer sans pouvoir se lever seul ou se coucher seul. Donc en fait, on s'est posé la question de comment peut-on maintenir cette mobilité-là sans tomber dans un cercle vicieux de dépendance. Et c'est comme ça qu'on a abouti au projet SitUp. Aujourd'hui, on remarque que cette problématique de perte de la mobilité, parce que cette dépendance pendant les phases de lever et coucher est extrêmement présente dans les milieux hospitaliers et en hospitalisation à domicile, et il n'y a pas de solution adéquate ou ergonomique à ce jour, autant pour le patient que pour le soignant. Donc, pour aller un petit peu plus loin sur la vision, donc SitUp, c'est avant tout donc, pour redonner de la mobilité aux patients, pour réutiliser, donc, comme je disais tout à l'heure, dans la relation soignant-soigné. Aujourd'hui, SitUp donc, fabrique, nous avons vocation à fabriquer et à distribuer directement aux instituts médicaux des lits médicalisés, des accessoires. Donc, dans les accessoires, on va parler du matelas, on va parler des barrières, des accoudoirs. 2 schémas de distribution, la vente sèche et la location. Aujourd'hui, on souhaiterait
on souhaiterait avancer le plus possible sur la location, et pour 2 raisons principales. La première, c'est que c'est une exigence et une attente de nos clients et futurs clients. La seconde, c'est que ça correspond avec nos attentes et l'enjeu d'éco-conception qu'on veut insuffler au modèle. Donc concrètement, comme j'ai écrit plus haut, c'est vendre l'usage du lit plutôt que le produit lui-même et s'en débarrasser. Et c'est au client ensuite de se débrouiller avec 180 kg d'acier. Donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment de pouvoir finalement louer plutôt que vendre, assurer le maintien en état du produit et le récupérer en fin de cycle. On considère qu'un cycle, c'est 5 ans. Aujourd'hui, avec les études d'ingénierie qu'on a faites, le lit peut durer 3 cycles a priori. Donc on va le tester dans les prochains semestres pour être sûr que, avec les laboratoires, on va le tester pour être sûr que la durée de vie du produit soit conforme à nos études. Et ça va permettre finalement de pouvoir redonner un second cycle, voire un 3e cycle de vie au produit. Donc le récupérer, traiter les consommables et mettre en place avec les fournisseurs avec qui nous travaillons les filières de recyclage adéquats. Donc parmi lesquelles le matelas, les plastiques et la structure métallique qui, elle, est robuste et est faite pour durer. Ça va permettre de la rendre pérenne et de la réutiliser sur plusieurs cycles d'affilée. Ce qui veut dire qu'à terme, et c'est l'enjeu principal de notre éco-conception, c'est qu'on va mettre en place donc un site d'assemblage qui va être aussi un site de maintenance et également de R&D. Donc ça reprend exactement ce que disait Gaël, sur le fait qu'on va devoir anticiper l'usure au gré des expériences et des remontées d'expérience qu'on va pouvoir avoir, et le tout idéalement le faire depuis la Gironde et notre site de Bazas. Et pour terminer et vraiment insister sur l'enjeu de l'éco-conception dans notre développement, c'est que les 3-4 prochaines années de Sit-Up sont divisées en 3 grandes phases. Tout d'abord, la R&D, donc on est en plein cours de finalisation des R&D avec le marquage CE, et l'objectif d'arriver à un produit industrialisé et commercialisable, donc ça nous emmène jusqu'en septembre 2022. Ensuite, la commercialisation, et là, la mise en place des filières avec les fournisseurs, donc mobiliser tout l'écosystème depuis l'usager, le client, et remonter jusqu'au fournisseur initial pour le traitement des déchets, le traitement des consommables. Et enfin, après, une dernière phase qui va un peu plus loin de nouveautés sur les produits, notamment de la métrique santé, c'est autre chose. Mais surtout, ça va être la mise en place, la récupération des premières fins de cycle ou des cycles abrégés, on va dire. Et donc, l'enjeu, c'est d'intégrer notre éco-conception dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas vendu le premier lit. On doit déjà penser à comment faire en sorte que le lit ne se casse pas. Et s'il se casse, comment peut-on le réparer ? Est-ce qu'on doit budgéter dès maintenant des imprimantes 3D pour réparer les pièces ? Comment organise-t-on nos filières avec les fournisseurs ? Et donc les 3 grands enjeux qui en découlent finalement, donc c'est dès aujourd'hui l'éco-conception. Ça va être également anticiper sur l'impact financier que ça va avoir sur nos besoins, en termes de structure, en termes de logistique, en termes de réglementation également. Et enfin, c'est anticiper dès aujourd'hui dans le choix de nos fournisseurs et de nos prestataires, avec lesquels peut-on travailler pour que ce soit conformément dans cette logique d'éco-conception. Hop, un peu trop loin. C'était celui d'après. Merci beaucoup. Merci à vous, Nicolas Laurent. C'est un produit qui va sortir à quel prix ? Alors, j'imagine qu'il sera pris en charge par les mutuelles ou la sécurité sociale, mais vous avez déjà une idée Alors, c'est en train d'évoluer un petit peu parce qu'on a des coûts de matières premières qui explosent en ce moment. L'acier a fait plus 50% depuis 2-3 mois. On ciblerait un prix de vente objectif à 5 000 €. Donc à déterminer ensuite la formule en location et bien évidemment l'impact quand on va voir l'évolution des cours. Et quand vous dites on espère rester en Gironde, ça veut dire pour une question de coût, quoi. C'est-à-dire si vous deviez aller fabriquer ailleurs, ça serait pour des raisons économiques, c'est ça ? Alors non, l'idée c'est vraiment de se développer sur la Gironde. Pour l'instant, je reprends la remarque que vous avez expliquée tout à l'heure, la remarque tout à l'heure d'aller en Chine. Aujourd'hui, aller en Chine, ça a un coût. Et on est incapable, nous, d'aller en Chine aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut acheter par container entier et les renouveler tous les 3 mois. Je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Donc non, on est très bien et développé dans une forme semi-artisanale pour commencer. On va structurer au fur et à mesure. Mais non, l'enjeu pour nous est de maintenir un développement girondin et aquitain. Qu'est-ce que pourrait vous apporter un service comme l'ADI, là, puisque vous êtes sur la même séquence tous les deux ? De la structuration du réseau, de l'appui, des aides pour le financement. Donc
toute la réflexion pour accompagner l'éco-conception. D'accord. Et ça, vous n'y êtes pas encore, parce que là, votre projet, il a l'air, enfin sur le papier, il a l'air super abouti. Vous savez de quoi vous parlez, visiblement. Donc, il manque encore des interlocuteurs, du réseau. Alors, oui. Aujourd'hui, on est sur en termes d'éco-conception, donc on l'intègre dans les plans industriels. On va faire des phases de test avec les instituts partenaires, des EHPAD, des hôpitaux, des cliniques. À ce moment-là, on va avoir des retours qu'on n'aurait peut-être pas anticipés. Par l'expérience, on va découvrir. Et donc, ça va être des correctifs et également c'est toute la filière recyclage à mettre en place avec ADI. D'accord. Eh ben, merci à tous les deux. Gaël Raboyot, on peut les applaudir pour l'ADI. L'agence de développement et d'innovation. Ah, on a une question. C'est pour qui? Comment vous différenciez-vous de vos concurrents? Ça tombe bien, c'est pour vous, Nicolas. La question piège. Déjà, c'est qui vos concurrents? C'est des équipementiers aujourd'hui? Enfin, je sais pas comment. On a deux types de concurrents, on va dire. Il y a le lit médical classique qu'on voit tous dans une chambre d'hôpital ou d'EHPAD ou en hospitalisation à domicile. Donc c'est le même lit pour tout le monde globalement. J'étais il y a 1 an dans un service maternité avec mon épouse. Il y a 2 ans dans un service gériatrique avec ma grand-mère. Le même lit. Ouais. L'avantage, c'est que voilà, on est sur le même modèle, donc. Oui, c'est pas compliqué au moins. Ouais. Mais c'est pas du tout adapté. C'est adapté ni pour l'une ni pour l'autre d'ailleurs, pour différentes raisons. Mais ce sont souvent ça n'apporte aucune aide à la verticalisation. On en revient toujours à la force physique de l'aidant, du soignant, qui va manuiter le patient, il n'y a pas d'autre terme, que ce soit pour faire la toilette, que ce soit pour un transfert. Il existe également certains lits qui ont une capacité de verticalisation plus ou moins aboutie. J'en ai repéré 4-5. Alors, premièrement, ceux que j'ai repérés ne sont pas des dispositifs médicaux. Ce sont des lits conventionnels qu'on trouve sur Internet, par exemple, sur Amazon, sur Cdiscount, sur Toussergo. Donc, ils ne peuvent pas être référencés dans des unités de soins, et pour la bonne raison, ils n'assurent pas la sécurité du patient ou du soignant. Pour aller plus loin là-dedans, en fait, j'ai exercé mon premier métier, c'est client mystère. Donc je les ai appelés, j'ai fait un petit questionnaire. Comment? C'est pas trop mystère pour M6, c'est pas pareil. Ah, oui, non, rien à voir. Et donc je me suis fait passer pour un client pour expliquer, voilà, ma grand-mère a besoin d'un lit, j'ai vu que votre solution qui serait verticaliste, ça serait super d'avoir ça à la maison, j'aimerais bien en avoir un, merci de m'en parler. Et les personnes des services commerciaux qui me disent en fait, c'est pas super adapté parce qu'il faut avoir de la force quand même, il faut se tenir aux barrières quand ça monte. Je vous le conseille pas trop pour une personne grabataire. Donc au final, et au tout début du projet en 2020, quand on a fait le tour des EHPAD, des hôpitaux, des cliniques, des ergos, des pharmaciens, bref, de tout le personnel médical de près ou de loin, personne ne connaissait ces solutions. Donc on est vraiment sur des mises à part quelques résidences seniors en Allemagne. C'est le seul emploi qu'on a pu trouver institutionnalisé. On n'a aujourd'hui qu'une seule solution, c'est le lit médical classique et la force physique du soignant. Voilà. Oui, bien sûr, mais ça n'apporte pas... Si on porte l'exemple d'un lève-patient, j'en parlais justement vendredi avec des aidants dans un EHPAD. Et effectivement, le lève-patient va permettre à un patient de transférer vers un autre dispositif médical. Ça prend énormément de temps. D'un point de vue d'unité du patient, c'est pas terrible parce qu'il faut le soulever, glisser un drap, passer de l'autre côté, le ressoulever, repasser un drap. Il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup d'inconfort autant pour l'aidant que pour le patient, que le soignant aussi, qui rentre dans l'intimité du patient. Et donc, c'est pour ça, d'un point de vue par rapport aux autres lits médicaux, par rapport à la question initiale, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas repéré, on n'a pas identifié des produits qui pouvaient faciliter le maintien de l'autonomie pour ces personnes. Très bien. Voilà, De tout ce que j'ai vu, je n'ai vu un seul qui est japonais, mais il n'est pas référencé en Europe et je ne sais pas si les critères médicaux japonais correspondent aux critères médicaux européens. Claude, tu disais peut-être ça parce qu'il n'existe pas... Oui, c'est moi, pardon. Il n'existe pas une solution miracle pour une personne. De toute façon, il y a tout un ensemble de dispositifs et à chaque fois, c'est ça l'intérêt aussi des services comme ce que l'on décrit tous les jours, c'est d'essayer tous les dispositifs et de trouver la meilleure solution.
Mais dans tous les cas, il existe diverses solutions. Mais la solution miracle, je pense, les ergots qui sont à côté de moi, vous ne l'avez pas encore trouvée. Et vous essayez tout à chaque fois, mais effectivement, il existe plein d'aides au transfert qui sont légères, facilement manipulables aussi, quoi. Oui, Très bien. Dépend de chaque situation est unique, quoi, à chaque fois. Merci beaucoup, Nicolas Laurent. Je crois que c'est Merci. tout. Il y avait une question, mais intéressante. On va vous remercier.